tu vas passer 8 jours sans trop dormir, ça va être dur, ça va être intense, ça va être dangereux et tout ça. Et en fait, tu vas reposer ton cerveau aussi, quoi. Moi, ça me prend une semaine pour me déconnecter. On a des strates en nous, on a des couches. Et finalement, ces couches-là, on les enlève petit à petit ou elles disparaissent, comme si on se lavait un peu de ce superflu, en fait, finalement, qu'on a peut-être à terre. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Ok. C'était marrant. Alors, hop là, hop là. Tu commences par nous faire une petite chansonnette ? Je pourrais, hein. Ouais, tu garderas celle qu'on a fait un peu en mer. C'était quand même des beaux moments, quoi. Oui, c'était magique. Je pourrais même mettre un petit extrait, tu vois, Ouais. pour l'introduction. Tu les as. Je pourrais te la rejouer un peu plus propre si c'est celle-là que tu veux. Il imagine, il écrit, il chante, il raconte des histoires océaniques et quelquefois, il les vit. On vient d'en vivre une ensemble, histoire océanique. Arthur est venu me chercher à la gare un samedi matin, pieds nus, parce qu'il est toujours pieds nus, et on est parti sur les eaux du Morbihan. 2 jours de navigation avec Arthur, c'est suffisant pour comprendre la profondeur de son âme et pour expliquer son amour inconditionnel de la mer. Arthur navigue depuis plus de 16 ans et compose ses chansons depuis toujours. Il mêle mots et eau parce que, dans le fond, les deux sont intimement liés. C'est à travers ses textes et ses choix quotidiens qu'il propose une autre idée de la course au large, plus humaniste, plus écologique aussi. Beaucoup de choses nous échappent de ce qui habite Arthur. Son intelligence est émotionnelle, impalpable, très fine, presque insaisissable. Bref, je vous laisse faire la connaissance d'Arthur en vous partageant notre discussion. Vous verrez par vous-même qu'il transforme le monde en incarnant le changement. Avec Arthur dans Nouvel Œil, on parle de navigation, d'art et de ressenti. J'espère que cette écoute t'invitera à naviguer sur tes mers intérieures. Emmène-moi sur l'océan. Je pense que je vais la garder, celle-là, je vais la jouer ce week-end. Là. Faut que je m'entraîne un peu. Devenons ensemble des passagers vivants. Je t'imagine à la barre de notre bateau. J'ai plein de chansons en moi, et certaines que j'ai écrites il y a quelques mois, et en fait, comme je les joue pas en concert beaucoup, Changeant de cap pour nager avec les cachalots. je les oublie, quoi, tu vois, et tu rends, oh putain, elle était bien celle-là, en fait, c'est pas mal. Emmène-moi. Je pense que j'ai une trentaine de chansons comme ça, et hop, là, de temps en temps, je replonge dedans, dans mes notes, là, j'ai des montagnes de notes que je t'avais montrées, et en fonction de l'humeur, et en fonction de l'inattendu, hop, je replonge dedans, et je les joue. Et qu'est-ce qui t'inspire à les écrire, ces chansons ? Mes émotions, sûrement, les rencontres, l'actualité. On avait écrit une chanson avec mon cousin on avait ouvert la Provence il y a quelques années là, et on voyait ces femmes capitaines qui sauvaient des vies en Méditerranée. Et donc on leur a écrit une chanson, on a repris un poème d'André Chédid qui s'appelle L'Espérance. J'ancrais l'espérance aux racines de la vie. Et on parle de l'Europe en détresse, et on parle de toutes ces vies qui meurent aux portes de l'Europe, et finalement aussi de ces héroïnes qui partent sauver des vies, quoi, et qui sont mis au banc de la société. Donc ça, c'était l'actualité, tu vois, en ouvrant en disant qu'il fallait absolument qu'on leur écrive une chanson à ces 2 femmes capitaines qui étaient emprisonnées dans les prisons italiennes. Et dans quel moment de ta vie tu ressens le plus besoin d'écrire, de composer des chansons ? Quand je ressens très fortement des émotions, quand des moments d'un peu de désarroi, de tristesse assez grands, et en même temps aussi des moments de joie immense, tu vois,
Cette chanson aussi que j'ai coécrit, non, j'ai même pas coécrit, je l'ai écrit seul, mais je l'ai écrit en partie pendant la traversée de la route du Rhum. J'avais commencé à l'écrire avant, et puis pendant cette course-là, la dernière course, en 2022, j'avais pris une petite guitare, ce qui a fait beaucoup rire mes autres concurrents, mais j'ai joué 15 minutes. Et là, j'avais une baleine qui est passée au loin, et je me suis dit, tiens, c'était le moment entre deux dépressions, deux fronts, et une mer un peu dantesque, avec un rayon de soleil, de continuer à chanter cette chanson et d'écrire ces moments. Magnifique, oui, parce que tu ne fais pas que composer des musiques, tu entreprends aussi. Tu as vraiment 1000 vies. Tu pratiques la course au large depuis 16 ans. Tu as fait donc la Transac Jacques Vabre en 2017, la Route du Rhum en 2018, la Solitaire du Figaro et encore d'autres courses et de nouvelles aussi qui vont t'attendre. Tu vis en Bretagne aujourd'hui, quand tu as un petit peu de temps. Tout à fait. Et aujourd'hui, on prend ce temps-là chez toi. On a navigué ce week-end, c'était juste incroyable. J'étais trop content de t'emmener en mer. Ouais, c'était magique, merci beaucoup. On a eu des conditions assez idylliques. Il faisait pas très chaud, mais avec un grand soleil. Et c'était tellement beau de découvrir Watt, d'aller courir sur cette petite île, d'aller voir mes cousins ensuite, complètement magique, là, tous ces enfants sur Belle-Île. Et j'étais très très heureux de partager ça avec toi. Ouais. Ça ressemblait au bonheur un petit peu. Oui, tout à fait. C'est quoi le bonheur pour toi? C'est une question que je pose souvent à la fin, mais j'aimerais bien te la poser maintenant. Je crois que c'est ça vraiment. Il y a d'autres choses. Il y a se plonger dans cette nature et en fait d'accepter aussi dans la solitude qu'on peut avoir d'être émerveillé complètement par ce qui nous entoure et finalement de pas être vraiment tout seul. Moi, je parle quand je suis sur mon bateau au milieu de l'Atlantique, je parle à mon bateau, tu vois, qui est mon petit cocon, qui me protège et je le personnifie beaucoup. Et puis je parle à cette nature aussi, à ce plancton, à ces oiseaux, à ce soleil, à ces étoiles. Et en fait, je crée une relation avec elles et avec eux. Et c'est vrai que quand j'arrive à vraiment me connecter à ce dehors et cette nature qui est très diverse et riche, là je me sens bien, ouais, je me sens apaisé et heureux. Et puis après, j'adore le partager aussi. Et j'adore vivre des émotions assez grandes avec des personnes que j'aime. Et puis jouer aussi. Moi, je suis un grand joueur sur plein de sujets différents, mais que ce soit de la musique, que ce soit du sport, que ce soit m'amuser avec d'autres et faire des bêtises, quoi. Ça me rend heureux, ouais. Il y a une question que je pose à tous mes invités en introduction, donc je ne vais pas te l'épargner. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle m'a appris, la vie? Moi, qu'on avait toutes les ressources en nous pour s'épanouir, pour vivre intensément finalement, et que c'est sur mon bateau et il y a sûrement d'autres personnes qui l'ont dit, mais c'est vrai que ce truc-là de quand même de connecter, quoi, tu vois, avec d'autres entités. Et c'est pas forcément des humains d'ailleurs, hein. Ça peut être des animaux, ça peut être des arbres, ça peut être mais c'est quand même d'aller partir à la rencontre, tu vois, d'un territoire, d'un lieu, d'une personne, et donc de créer ces liens. C'est essentiel pour pas devenir complètement fou, ouais. Et comment on y accède à ces liens-là? En prenant le temps, je pense, un peu. Ou non, je te dis ça en prenant le temps. Parfois, ça peut être hop là, un déclic comme ça, mais je pense que c'est quand même un petit effort à faire. Ça, j'en parle souvent aujourd'hui. On a tout à portée de pouce, comme disait Michel Serres, tu vois, on est des petites poussettes. Et lui, il disait pas ça d'une manière très péjorative en plus à l'époque. Il voyait pas trop le danger de nos réseaux, nos téléphones portables et tout ça. Lui, il voyait plutôt ça comme une autre façon d'ailleurs d'appréhender le monde et la connaissance. Il y a ce sujet, comment on accède à tout ça, ça passe par un petit effort aussi de sortir de nos écrans, de sortir de nos murs et de ces villes qu'on a créées finalement pour pouvoir se développer et que l'humanité en fait se grandisse, quoi, et se déploie pour pouvoir dormir, se reposer et tout ça. En fait, quand tu arrives à sortir un peu de ce cadre-là et d'aller prendre un bus pour aller dans la forêt à côté, ou quand tu as la chance de vivre comme nous et comme moi auprès de la mer, c'est de faire reprendre son chemin vers cette nature-là et de réapprendre à l'écouter. C'est une gymnastique qui vient aussi en grande partie grâce à l'éducation dès le plus jeune âge. Bien sûr, ouais. Toi, tu as grandi à La Rochelle. Ta mère, elle te récitait déjà dès ton plus jeune âge du Paul Éluard et elle te faisait écouter Barbara. Ton père, lui, était un grand marin. C'était comment de grandir près de l'eau et des mots?
Tu dis, ils me faisaient, mais c'est vrai que pour moi, ils le font toujours, en fait. Et ma maman m'envoie toujours des petits mots. Elle se lève très tôt le matin, comme toi d'ailleurs. Et elle m'envoie des petits, maintenant, elle sait utiliser WhatsApp et elle m'envoie des petits poèmes le matin très tôt. Et ça me fait, c'est toujours Adorable. très émouvant d'avoir ces petits mots le matin, parce qu'on se voit pas assez souvent. Et mon papa navigue toujours beaucoup aussi. Mais j'ai une enfance incroyable, ouais, de pouvoir être toujours proche de l'eau. Moi, j'adorais être dans l'eau. En fait, je faisais beaucoup de surf. On allait souvent sur l'île de Ré parce que voilà, c'était l'île la plus proche et de manière à se déconnecter un petit peu. Et j'ai mon petit frère Paul. On allait souvent, on était vraiment des Robinson Crusoe, mais on était vraiment souvent sur la plage, quoi, souvent dans l'eau. Et puis ensuite un petit peu sur l'eau aussi avec mon papa et ma maman, mais on n'a pas trop navigué, jamais trop fait de croisière parce que mon père faisait beaucoup de compétitions, beaucoup de courses. Mais ouais, j'ai des souvenirs magnifiques de moi sur une petite planche de surf que mon père m'avait ramenée d'Australie, une McCoy, tu vois. Et cette planche-là, je l'ai toujours chez moi. Ça fait 35 ans, 30 ans. Et je l'ai resurfé il n'y a pas très longtemps et c'est une single magnifique. Ouais, là où je me sens le mieux, je pense que c'est dans l'eau. Ouais. Je suis en train de glisser sur une vague. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais c'est vraiment des émotions et on se sent vraiment appartenir à cette nature de manière immense quand on glisse sur ces vagues. Ouais. Et déjà, dès petit, tu voulais en faire partie intégrante de ta vie, puisque dès la 6e, tu as intégré sport-études en planche à voile. Et ton rêve, c'était de participer au JO. Oui, tout à fait, ouais. Je me suis préparé pour ça. On a beaucoup travaillé. On se rend pas très bien compte, en fait, quand on vit dans ces mondes-là aussi de la chance inouïe qu'on a, en fait. Pour nous, ça devient presque normal d'être le mercredi sur l'eau, le vendredi sur l'eau, le samedi, le dimanche en compétition. Toutes les vacances scolaires, on est en compétition à partir de ses 11 ans et on part un peu partout en Europe et c'est une vraie école de la vie, tu vois, dans le fait de se mélanger quand tu as 11 ans avec des personnes qui ont plus 15, 16, 17, 18, 25 ans et que finalement de voilà, créer une petite famille de travail aussi pour devenir des meilleurs navigateurs et des meilleurs régatiers, on appelle ça, pour savoir le mieux possible jouer avec le courant, le vent, tes adversaires, et puis faire beaucoup de sport aussi. C'est en fait quand ça s'arrête un peu ou qu'on rebascule de manière un peu différente dans d'autres catégories, d'autres classes, on se rend compte que l'olympisme, ou la quête des médailles olympiques ou d'y aller déjà, c'est un travail de fou, quoi. Et ça compose 90% de ta vie. Tu dis, c'est notre rêve d'enfant qui nous donne la force d'avancer. Toi, à 20 ans, c'était quoi ton rêve d'enfant ? C'était un peu ça, quoi, de partir derrière la ligne d'horizon, de devenir un bon navigateur, un bon marin, de savoir le mieux possible appréhender les dépressions, les anticyclones et savoir me positionner au mieux avec mon bateau. Et puis ouais, de savoir si le large était dans nos gènes aussi, comme ceux de mon papa, ou si j'étais pas adapté à ça finalement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de pratiquer la course au large ? C'est en regardant les autres faire, tu vois. On n'a jamais trop navigué ensemble avec mon papa, à part un peu plus tard, quand j'ai eu 30 ans, mais avant ça, il m'a vraiment laissé faire ma route, ma trajectoire. Il m'a même d'ailleurs un peu dit que il fallait pas que je rêve comme ça. J'avais des rêves très très puissants et c'est vrai que je me suis vraiment accroché à mes rêves. Quand j'ai eu 19 ans, je rêvais, j'ai passé une nuit comme ça et je rêvais d'être sponsorisé par Agnès B. Pourquoi ? Parce que je sais pas, cette femme me fascinait, elle avait un truc qui me fascinait, je la connaissais pas du tout, hein. Et donc d'un coup comme ça, je me suis réveillé un matin, je dis à maman, je vais être sponsorisé par Agnès B. Donc je lui ai écrit une grande lettre, sûrement un peu d'amour en tout cas d'amour pour ces vêtements troués que je portais, parce que je n'avais pas forcément assez de sous pour en porter d'autres et surtout j'avais aussi une appétence pour les histoires des vêtements que je portais. Et ces t-shirts-là avaient été sûrement portés par Florence Artaud, par d'autres personnes, d'autres grands navigateurs et navigatrices qui venaient souvent à la maison. Et je lui ai écrit une lettre et 15 jours plus tard, elle m'accueillait à un défilé de mode à Paris. Et elle m'a pas sponsorisé, mais on a eu un échange très fort ensemble. Et c'est vrai que c'est une personne qui m'avait marqué quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. Mais ce rêve très fort, voilà, m'a conduit à partir à la rencontre des personnes que je ne connaissais pas ou d'univers complètement inconnus pour moi. Et moi, le petit Rochelet, de prendre mon train pour Paris et tout ça.
Et ensuite, ça a ouvert plein de possibilités en moi de me dire que je pouvais avoir d'autres sponsors, et ça s'est monté comme ça en fait. Mais c'est parti d'un rêve très fort, très puissant d'une nuit comme ça, dont je me souviendrai toujours, à pas dormir dans ma petite chambre à La Rochelle. Ouais. Rêve que tu n'as pas quitté et qui t'a amené bien loin, donc dans les courses au large. Et le 24 avril 2011, il y a eu un événement particulier pendant une régate à Majorque, je crois. Oui, tout à fait. Tu vas nous raconter en quoi cet accident a marqué un tournant dans ta vie? Oui, j'ai eu un gros accident sur un très gros bateau en Espagne pendant les régates royales. C'est un moment charnière, pas pour la douleur immense que j'ai ressentie, parce qu'il y a un bout qui s'entoure autour de mon bras et qui m'a broyé un peu le muscle, l'artère, les nerfs. Enfin, ça a été un épisode de plusieurs mois, de plusieurs années un peu douloureux, parce qu'on savait pas si mon bras allait vraiment remarcher, si j'allais toujours le garder d'ailleurs aussi. Et ça m'a appris que finalement il fallait vraiment s'écouter, quoi, et que le corps était une machine incroyable, que le corps, la vie en général, mais le corps avait une résilience immense aussi, et notamment quand tu es plus jeune aussi, quand tu as 21 ans, 22 ans, et qu'il t'arrive ces accidents-là, et que finalement il fallait, moi je rêvais de pouvoir utiliser mon bras, donc j'essayais de bouger mes doigts comme ça. Je n'arrivais pas à les bouger, mais j'essayais vraiment je me scotchais les mains sur ma guitare pour essayer de jouer, ou sur ma pagaie pour aller dans les grosses vagues, je pouvais plus surfer parce que je pouvais plus ramer mon bras, donc je me scotchais la main sur une pagaie et j'allais faire du paddle dans les vagues, ce qui rassurait pas du tout ma maman et mon papa d'ailleurs. Mais en fait, finalement, en retravaillant beaucoup, en étant bien entouré, j'ai une kiné incroyable qui m'a sauvé, qui en osant me faire mal un petit peu, enfin pas un petit peu, beaucoup, m'a sauvé le trajet des nerfs pour que mes nerfs repoussent. Mais ce moment un peu charnière, c'était fondateur maintenant, et je me rends compte aujourd'hui que Qu'est-ce que ça t'a appris? ça m'a surtout conduit à changer une trajectoire qui était un peu toute tracée pour moi après avoir trouvé des sponsors et avoir été le Benjamin de la Solitaire du Figaro, donc cette course formatrice un peu pour d'autres grandes courses océaniques. C'est que je suis sorti de mon cocon finalement, de ce petit monde de la course au large et de la voile dans lequel j'étais né et j'avais été bercé, et que j'ai pris mon chemin vers Paris pour essayer de me construire un réseau pour trouver des sponsors, et que finalement c'est aussi là qu'est née ma connaissance un peu plus de ce monde, des enjeux de l'anthropocène, on va dire, en tout cas de l'impact de l'homme sur l'environnement, de manière beaucoup plus large et diverse que ce que je voyais moi en mer. Et c'est là où je me suis rendu compte que les marins, les sportifs, et moi aussi, on avait une responsabilité un peu plus grande que juste porter des messages sur les bateaux des marques, et qu'il fallait qu'on progresse sur les enjeux, et que derrière, finalement, on avait un truc un peu dingue, c'est que nous, les marins, on est assez écoutés par les décideurs politiques, les décideurs économiques, et que donc cette écoute-là te demande d'avoir une connaissance, une responsabilité un peu plus grande. Pourquoi est-ce qu'ils vous écoutent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans votre connaissance? Je sais pas, comme si on était des scientifiques finalement, parce qu'on passait beaucoup de temps sur l'eau, sur la mer, et qu'on avait une connaissance beaucoup plus grande de l'océan et de ces enjeux-là, ce qui est pas forcément vrai. Enfin, moi j'essaie de mettre en avant la parole scientifique, mais j'en suis pas un. Et après ils viennent chercher un truc, c'est déjà on part faire des défis un peu fous, donc ça, pour eux il y a une forme peut-être de respect pour nous. Et puis après, la voile, en tout cas ce sport-là, comme 2-3 autres sports aujourd'hui, il y a un truc, c'est pas le cas en France, mais quand tu pars à l'étranger, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Suisse, la voile, c'est un peu du yachting, donc c'est réservé à une certaine élite. Et donc classe sociale, et c'est vrai que c'est toujours la même chose, c'est classe sociale. Les gens, quand ils sont entrepreneurs, quand ils sont patrons d'entreprise ou dirigeantes ou dirigeants, finalement ils aiment bien rester dans leur cercle, et ils écoutent les gens de leur cercle aussi. Et c'est assez drôle. Moi je me suis retrouvé dans une situation où j'étais pas du tout de ces mondes-là, et j'étais écouté par des dirigeants aussi d'entreprise. Voilà, donc il y a ce sujet-là, et puis après il y a ce truc-là aussi de se dire que, à l'inverse de ce que je vais te dire là, donc de manière complètement opposée, parfois les gens, d'une manière assez intelligente, ils aiment écouter des personnes qui sont complètement en dehors de leur milieu et de leur cercle. Ça les fait rêver quelque part. Ça les fait rêver, et puis ils sont intéressés par, enfin, quand tu crées des histoires et tu les transformes en réalité, comme c'est le cas pour les artistes ou pour les entrepreneurs, t'as un truc comme ça un peu dingue, un peu quand même de savoir écouter un petit peu les gens différents, quoi.
et donc je me suis retrouvé voilà à être un peu écouté, et donc dans ce cas-là mais aussi à me dire ok attends si je suis écouté par ces personnes-là il faut pas que je dise trop de bêtises quoi, et donc il faut que je progresse un petit peu sur ces différents enjeux. Et tu es aussi écouté parce que quelque part tu as le vocabulaire et tu sais t'adresser à ces gens-là puisque tu as un pied dans l'entrepreneuriat. Tu as notamment cofondé Sailcoop avec Maxime de Rosteland, donc qui permet de transporter des passagers à la voile. Tu as aussi créé une association, La Vague, qui vise à rendre la pratique de la voile plus vertueuse et écologique. Et tu as fondé un collectif d'entrepreneurs responsables avec Mieux, toujours dans cette idée de pratiquer la voile de façon plus respectueuse. Donc de fait, tu t'es entouré d'entrepreneurs, de responsables politiques, et tu as pu, peut-être avec plus de légitimité, t'adresser à eux. Alors ça, tous ces sujets-là, je les ai fait il y a 4-5 ans, tu vois, c'était dernièrement, mais là, je te parle d'une époque où j'avais 25 ans et finalement 24 ans, et j'avais des majors de l'X ou de Centrale ou autres, et qui étaient ou des grands patrons qui venaient me voir en me demandant mon avis sur différents sujets, un peu plus de géopolitique et tout ça, et je me dis mais pourquoi il me pose la question, tu vois, avant même que tu fondes avant tout même ça. que je fonde tout ça, ouais, parce que je sais pas, ils ressentaient un truc que j'arrive toujours pas très bien à l'expliquer, mais en tout cas une différence par rapport à leur milieu, et peut-être aussi une certaine forme ou de naïveté ou de liberté très grande en fait à connecter avec eux. C'est-à-dire que j'ai jamais eu trop de mal à m'exprimer, en tout cas à échanger avec des personnes qu'on pourrait dire puissantes, ou en tout cas j'ai pas eu ce complexe soit j'échange avec eux, je leur donne mon point de vue, et sûrement pas toujours juste, mais en tout cas j'ai une liberté assez grande de pouvoir le faire. Et donc il y avait ce moment-là qui était assez fou, et j'ai compris maintenant aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, pourquoi ça pouvait fonctionner. Une sensibilité aussi par rapport au monde, je pense, tu vois, j'ai un truc comme ça quand même un peu. Est-ce que cette sensibilité, tous les grands navigateurs, ils l'ont? Tous les grands navigateurs, navigatrices, dans le sens où oui, quand tu commences si je parle de la compétition, si tu veux être un bon marin, il faut avoir quand même une sensibilité à ce qui t'entoure, quoi. En tout cas, tu vois, faut être un peu poreux, tu vois. Tes sens doivent être, tu dois réussir à décupler tous tes sens que tu as en toi, et les meilleures navigatrices et navigateurs que je connais, que j'ai connus, ils avaient ce truc-là de vraiment d'être en connexion profonde avec ce qui les entourait, et ça donc d'écouter tous leurs sens, quoi. C'est-à-dire d'écouter on en reparlera, mais l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et donc tout ça c'est vraiment voilà, de faire corps avec ce qui les entoure. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as appris ou que la mer t'a appris, cette reconnexion au sens? Tu l'avais déjà en toi? Je sais pas. Je pense que c'est empirique aussi, hein. En partie, en tout cas, c'est cette chance immense d'avoir vécu très tôt les pieds dans l'eau, et donc dans le sable, et sur les cailloux aussi, de m'être écorché mes doigts de pied et mes genoux sur mes cailloux bretons, en Bretagne Nord, tout ça. Donc c'est un truc vraiment voilà, d'enfant de la forêt un peu, quoi, tu vois, mais ça s'est créé, je sais pas, moi je suis plutôt dans une démarche de me dire philosophique, de me dire on n'est pas femme, on le devient, tu vois. Mais c'était vraiment se dire qu'on se construit, et qu'on a sûrement des prédestinations, on est prédestiné sur différents sujets, mais quand même on n'a pas tous les mêmes chances, mais il y a ce truc-là de vivre, la vie nous offre, et on se construit, et c'est empirique, quoi. Alors des podcasts sur tes courses en tant que telles, il y en a eu plein, j'en ai écouté pas mal sur tes petites péripéties en mer. Moi j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de personnellement ce que la navigation transforme en toi, et quelle philosophie de vie tu trouves au milieu de la mer, seule. Alors, qu'est-ce que ça transforme en moi? En tout cas, ça m'apporte énormément. Tu vois, la dernière Route du Rhum en 2022, là, c'est une liberté immense. T'as 2 millions de personnes qui viennent au départ. Tu passes
80% de ton temps à monter un projet, à galérer, à monter des financements, à être entouré de, voilà, d'essayer de faire des choix sur euh, économiques et tout ça, sur la gestion financière, sur la gestion de tes projets, ton équipe, tout ça que tu montes. Et puis, une route du Rhum, en tout cas sur ces bateaux sur lesquels je naviguais, ces immenses trimarans, là, ces ultimes, c'était 8 jours de traversée. Quand tu pars et tu sors du brouhaha immense, là, tu te dis, oh là, et tu sais que tu vas passer 8 jours sans trop dormir, ça va être dur, ça va être intense, ça va être dangereux et tout ça. Et en fait, tu vas reposer ton cerveau aussi, quoi. Ton cerveau va pouvoir voilà, se reconnecter à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire être très concentré sur l'instant et donc de vivre de manière très très intense le moment présent. Ouais. On est obligé, de fait, de vivre l'instant présent en mer. Ah oui, sur ces bateaux-là, dès que tu vis de manière, tout ton corps est déployé sur l'instant présent. Et puis après, quand tout se passe bien et quand voilà, ou même quand c'est très compliqué aussi, tu peux laisser ton esprit vagabonder. C'est vrai que dans différentes grosses tempêtes, moi sur l'Atlantique, si je faisais pas de la sophrologie en même temps, ou si je faisais pas ces grands exercices de respiration pour me dire que jusqu'ici tout va bien, et donc de me projeter dans d'autres lieux aussi, moins hostiles, j'aurais jamais pu finir les courses, ouais, parce que c'est la mer, l'océan peut être d'une violence terrible. Et donc, quand tu traverses ces tempêtes-là, pour des objectifs un peu puérils de compétition et d'ego, et ben tu dois faire le dos rond, quoi. Et le dos rond, ton bateau, c'est ton cocon qui te protège. Toi, t'as ton corps, et voilà, mais t'as surtout ton esprit, quoi, qui est là. Combien de fois je me suis dit que j'allais abandonner et que j'ai pas abandonné parce que il fallait que je tienne, tu vois. Et c'est ça qui fait aussi, à des moments donnés, dans des situations très complexes et compliquées, des situations que tu maîtrises. Tu peux pas tout maîtriser, et c'est ce que nous apprend aussi beaucoup la mer, mais dans ces moments aussi très compliqués, difficiles, ton esprit tient, quoi, et tu dis, ok, ça va, voilà, j'ai ma bonne étoile et ça va. Et même si mon bateau craque dans tous les sens et tout ça, je sais que j'ai bien préparé mon bateau, je sais que ça va bientôt se finir dans 6 heures ou 12 heures, la mer va se calmer un petit peu, et il faut que je tienne jusque-là. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dur au final? Est-ce que c'est le côté physique? Est-ce que c'est le côté imprévisible du temps? Est-ce que c'est la solitude et donc l'affrontement à toi-même, à tes pensées? Est-ce que c'est la compétition? Qu'est-ce que tu trouves de plus compliqué à tenir sur la durée? Non, c'est pas la solitude. La solitude, en une semaine, on se désintoxifie entre guillemets du monde des terriens, tu vois. On oublie, enfin, pour moi en tout cas, je me déconnecte complètement de l'extérieur, en grande partie en tout cas, et finalement les relations sociales sont inexistantes à bord du bateau, à part avec ton bateau. À part avec mon petit bateau, et ou les mon grand poissons. bateau, et les poissons, et les dauphins, et les baleines qui sont dessous et qui je parle de temps en temps. Mais tu t'habitues finalement. Tu vois, en une semaine, en fait, après, je suis jamais parti plus de 20 jours, tu vois, tout seul. Mais si tu pars, là, un jour, peut-être que je ferai le Vendée Globe, ou je ferai d'autres courses, ou je partirai sans faire de courses d'ailleurs, tout seul au large. Mais c'est vrai que tu as une routine qui se met en place. Et t'as toujours des choses à faire sur un bateau, notamment en course. T'as une emmerde par jour. Moi, j'en avais plutôt 3 ou 4. Mais finalement, j'avais ce flow de me dire que tout allait bien se passer, quoi. Parce que j'avais aussi, et j'emmène ça, et je sais que toi, tu le fais aussi beaucoup, un côté de dire merci, tu vois, à cette vie, merci à je reconnaissais que j'avais une chance immense de pouvoir me battre pour ce que j'aimais, quoi. Et ça, c'est pas tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, je sais que voilà, je partais avec ce choix immense de partir dans la tempête, tu vois, et de me dire que j'allais vivre des moments d'une intensité folle. Et c'est vrai qu'en ce moment-là, je navigue moins, et ça me manque beaucoup un peu ça de vivre ces émotions très très fortes, très puissantes, de me transcender, de me dépasser. Ma manière de me dépasser, moi, c'est la navigation, et c'est la compétition et la course au large. J'en ai d'autres aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là un peu fou. Donc le plus dur finalement, c'est avant de partir en mer, quoi. C'est pas d'être en mer. Et est-ce que tu expliques le fait que l'intensité de ces émotions, elle soit plus prononcée après plusieurs jours de solitude, et que c'est pas uniquement le lendemain en mer que tu commences à toucher à des choses impalpables qui sont très difficiles d'accès sur terre?
il y a toujours une relation au temps, tu vois, qui est complètement différente. Cette relation est complètement différente en mer. On est vraiment, vraiment dans l'instant présent parce qu'on doit vivre avec les éléments, avec les vagues qui viennent taper sur le bateau, avec ce choix de se placer stratégiquement par rapport à tel ou tel nuage, avec la manière dont tu règles tes voiles, avec la manière dont tu vas régler tel ou tel problème, où tu vas te nourrir, où tu vas devoir dormir quelques minutes. Donc tout est conditionné par rapport à un timing très très serré, une 24 heures, voilà, et dans tes 24 heures, tu sais que tu as tout ça à faire. Et à ne pas faire aussi à des moments donnés. Moi, ça me prend une semaine pour me déconnecter. Je ne sais pas si c'est peut-être que d'autres personnes, en un rien de temps, ils arrivent à vraiment se plonger complètement dans. Mais je sais pas, on a des strates en nous, on a des couches, tu vois, et finalement ces couches-là, on les enlève petit à petit ou elles disparaissent, comme si on se lavait un peu de toute ce superflu en fait finalement qu'on a peut-être à terre. Là, pendant un instant précis, pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 mois, quand tu pars faire le Vendée Globe, par exemple, tu vas te concentrer sur toi-même, sur ton bateau, sur la nature, sur les éléments, et que c'est aussi une chance immense de pouvoir faire ça. Ouais. Alors là, c'est la question qui fâche un peu, mais du coup, c'est quoi ces fameuses couches de l'oignon que tu apprends à éplucher chaque jour? Je sais pas si j'apprends à les éplucher, en tout cas, où elles glissent sur moi, tu vois, alors on prend pas beaucoup de douches sur un bateau, je peux pas, à part des douches d'eau salée, mais j'imagine que c'est souvent les mêmes qui reviennent finalement, ces couches d'oignons. Bah oui, c'est ce que tous les gens projettent sur toi finalement, et que toi tu t'essaies d'accueillir, tous ces rêves qu'ils ont et que toi tu vas vivre peut-être en partie, toutes ces frustrations, et en même temps ces désirs, voilà, et quand tu te retrouves dans une situation où finalement voilà, tu vas devenir un peu le symbole d'un projet, d'un événement, d'une histoire, et notamment quand tu es tout seul en solitaire, et ben tu te retrouves, quand tu es un peu poreux par rapport à, ou je sais pas, ou empathique par rapport à ce que les gens veulent faire avec toi, ou ou que ce soit ta famille, tes amis, des inconnus, bah, tu te retrouves voilà, un peu submergé par tous ces intellects, ces désirs, ces envies d'autres personnes que tu essaies de mieux possible d'accueillir, mais que tu peux pas toujours accueillir comme il faut. Et l'océan, la mer, le large, la liberté, le cosmos qui se mélange avec quand le cosmos vient se mélanger, et toutes ces étoiles dans la nuit étoilée viennent se mélanger avec la mer et le plancton bioluminescent, bah tu vis des émotions tellement immenses et tellement fortes. Et tu arrives à les décrire? Tu ressens quoi précisément? Je me suis retrouvé 2-3 fois à pleurer de joie, à crier sur mon immense bateau là, en me disant que j'étais tellement chanceux, quoi. C'était un immense bateau, ça aurait pu être un tout petit bateau, j'aurais ressenti la même chose aussi, je pense, mais même si ce truc-là de naviguer sur ce grand bateau, c'était un défi aussi assez fou, qui pose plein de questions, mais qui était pour moi, voilà, un truc un peu dingue de me dire que je pouvais faire ça en si peu de temps. Et c'est aussi finalement ces instants de grâce qui t'aident à composer, à écrire et à chanter tes textes. Qu'est-ce que ça permet finalement de laisser des chansons dans le cœur des gens? Est-ce que c'est une manière de transposer ce que toi tu ressens en mer, sur terre? Quand j'écris sur la nature et sur l'océan, oui, en partie, ouais. En tout cas, de faire ressentir des émotions, et les partager, quoi. Créer. Je te parlais tout à l'heure de ce flow qu'on peut avoir, que j'ai eu sur la route du Rhum et sur tout ce projet pendant plusieurs mois là. Quand tu es sur scène et que sur scène ou juste quand tu joues près du feu et que tu as un silence magnifique, et tu crées une harmonie de silence, qui sont tous à l'écoute de tes émotions, de ta voix, de tes notes de guitare. C'est des moments d'une intensité folle, quoi. Et aussi très ancré dans le présent, très ancré dans l'instant. Et tu peux pas toujours l'expliquer, mais tu peux le ressentir fortement, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je ressens quand je fais un petit peu de scène, quand je déclame un texte, ou quand je me prépare j'écris mes musiques et je les joue à la nature, et puis de temps en temps je me dis tiens, je les jouerais bien à des gens aussi. Et quel lien finalement tu vois entre l'art et la navigation? Bah, la navigation, c'est un art aussi, parce que tout n'est pas explicable, tout n'est pas paramétrable.
On travaille. Moi, j'ai toujours fonctionné beaucoup au ressenti. Et il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que tu peux pas tout maîtriser. Après, c'est savoir hiérarchiser aussi un petit peu. Tu dois jouer avec la météo, avec les nuages, avec le vent, avec le courant, avec ce que te disent un peu tes objets technologiques. T'as ton ordinateur et tout ça, et toutes ces prédictions, et en même temps l'instant présent qui est souvent en décalage. Sur ton écoute de toi-même aussi, savoir si tu vas avoir la force physique et mentale de partir dans ces endroits-là pour avoir la meilleure trajectoire. Donc, c'est un vrai jeu d'échecs. Il y a des choses qui sont très empiriques et d'autres qui sont complètement instantanées. Et il y a aussi une forme d'esthétique aussi dans la navigation, parce que on dit tiens, j'ai pas gagné la course, mais j'ai fait une belle trajectoire, tu vois. J'ai essayé de tout ce que je pouvais maîtriser, j'ai essayé de le maîtriser, et puis il y avait ce truc-là, un peu de part de chance, de part d'inattendu, qui fait que finalement, boum, tu vois, ça l'a pas fait. Et le bateau qui est à côté, il a fait une trajectoire, on disait tiens, il a pas forcément mieux navigué que toi, mais il finit un tout petit peu devant toi. Et donc ça revient à la finalité de savoir qu'est-ce qui m'intéresse, ou qu'est-ce qui m'intéresse moi dans la compétition, et qui est pas forcément de gagner. Moi, j'adore jouer, quoi. Et donc, j'adore avoir la plus belle trajectoire possible, de mesurer aux gens les meilleurs qui soient, et si je peux être devant et si je peux gagner, tant mieux. Mais tu vois, j'ai plus d'histoires à raconter des fois où j'ai perdu sur la Transat Jacques Vabre, on finit deuxième à 17 minutes du premier, alors qu'on a passé 17 jours en tête de la course, et on se fait doubler sur la ligne d'arrivée. Je te raconterai jamais cette histoire-là si j'avais gagné la course, tu vois. Et donc, il y a toujours ce truc-là de se dire comment aussi on peut réinventer un peu des concepts de performance qui font que finalement cette quête de la gagne, elle est intéressante à plein de sujets, mais elle est d'une violence inouïe aussi. Elle peut détruire tellement de vies aussi, en tout cas pas détruire, mais blesser énormément. Et donc, qu'est-ce qui t'anime vraiment, quoi, tu vois. Et ça, je pense on a un vrai sujet moi, c'est comme si je collaborais finalement, et si je créais un lien très fort avec mes concurrents, quoi, qui sont vas-y, déploie-toi, sois la meilleure version de toi-même, et plus tu serais une meilleure version de toi-même, plus j'essaierai moi de me déployer pour essayer d'être meilleur aussi. Et c'est en ça aussi que tu impactes le monde aujourd'hui et que tu agis en faveur de la cause écologique, parce que non seulement tu essaies d'avoir une pratique beaucoup plus durable et responsable de la navigation, mais aussi dans la façon dont tu penses la compétition, tu soulèves finalement plein de sujets de société, notamment celui de l'ego. Je me nourris de tout, en fait. La mer me nourrit bien sûr pour écrire et pour composer, et j'ai besoin de composer pour être un meilleur marin aussi. J'ai besoin d'écrire des textes, de me projeter dans des scénarios, d'aller voir aussi de l'art, et d'être entouré d'artistes, parce que ça me permet de finalement d'écouter des choses en moi que j'arrive pas à trouver dans la compétition. Et que ces choses en moi que je trouve en dehors de la compétition me nourrissent énormément pour avoir un détachement tel qui me permette d'être un meilleur compétiteur, quoi. Parce que l'écriture finalement t'aide à travailler sur toi-même. Me permet de relativiser sûrement beaucoup, et d'avoir ce recul nécessaire à l'instant où finalement on est au pied du mur, et ça va être, si je prends pas la bonne décision, et d'avoir un peu de sagesse, tu vois, dans ces moments-là, et ok, hop, et de prendre le temps. Et ça l'art en général, mais l'art, et puis un travail sur toi-même, comme tu dis, de respiration, de sophrologie, d'écoute de soi, en étant dans différents univers, dans différents mondes, on se rend compte finalement que tout n'est pas autour de soi, quoi, et qu'il y a plein de choses qui existent dans le monde. Et donc là, j'en reviens à ta question sur l'engagement. C'est aussi lié, c'est-à-dire que à quoi je sers moi en tant que marin, à quoi je sers en tant que sportif. Je suis très heureux de pouvoir me dire qu'à des moments donnés, on fait rêver les gens, et ils projettent des choses sur nous, et on arrive à des moments donnés à faire que on passe un petit bout de temps avec eux sur différents sujets, et quand ils nous suivent sur les réseaux, sur les plateformes, ou sur les cartographies là qui fonctionnent très bien maintenant aujourd'hui, où tu vois ton petit bateau avancer sur l'Atlantique, les gens se disent tiens, qu'est-ce qu'il vit comme expérience, et finalement tu pars dans tes rêves, et ça c'est très très beau, mais je veux pas le faire à n'importe quel prix. Et c'est vrai que cette ouverture au monde, à rentrer dans différents milieux, différents univers, m'a appris que j'avais un impact négatif,
aussi, que mes projets sportifs de bateau, ils avaient une trajectoire aujourd'hui, comme beaucoup d'activités humaines qui n'étaient pas la bonne. On était plutôt à avoir une trajectoire en termes d'impact qui allait vers le sommet de l'Everest, alors qu'il faudrait plutôt, glisser sur une ondulation et sur une vague et redescendre sur le pic de la vague. On devrait redescendre vers le creux. C'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, comment on fait pour prendre cette vague-là et cette vague de s'ouvrir à avoir une trajectoire commune qui soit la bonne? Et ça, c'est possible. On a tous les outils pour le faire. On vit une époque aussi formidable pour ça parce que maintenant on connaît nos limites planétaires, on connaît ces limites qu'on est en train de dépasser à vitesse d'ailleurs grand V. Mais comment on fait pour créer ce futur souhaitable? Ça, il y a plein de manières de le faire, mais c'est surtout se dire qu'on vit une époque formidable pour ça. C'est-à-dire qu'on a plein de choses à réinventer. Et pour les architectes, les designers, les philosophes, les ingénieurs, pour les sportifs, les artistes, raconter des histoires, construire des objets, réinventer des objets qui soient un peu différents dans le quotidien, c'est passionnant, quoi. On vit ce truc-là et il faut le faire de la manière la plus positive possible. Et en quoi est-ce que faire ressentir, on en parlait tous les deux, ça peut être un outil, voire peut-être l'outil le plus important et le plus impactant pour justement dessiner ce nouveau monde? C'est la base, c'est le sel, c'est ce qui permet c'est la base de tout, en fait. Si tu ressens pas les choses, tu vas pas avoir envie forcément tu vas pas te tenir à distance, quoi. Tu vas te projeter sur un truc, hop, et puis après tu rebondiras sur autre chose. Mais si tu ressens pas pardon, si tu ressens pas pleinement que c'est maintenant que ça se joue, tu vois, on critiquait beaucoup ces sujets des pandas pour WWF, des baleines, en disant ok, il y a des choses bien plus importantes que les baleines qui existent. Et c'est vrai que le plancton mais tout est connecté, tout est interconnecté, et que ces baleines-là, on a un truc assez très empathique par rapport à elles, hein, et donc elles représentent tellement de choses, quoi. Et donc d'avoir envie de les protéger, de les mettre en avant, d'en parler. Si tu as envie de les protéger, si tu ressens l'émotion de qu'elles ont du mal ou si tu les trouves très belles, et t'as un truc, t'as un truc de fou de te dire ok, si j'ai envie que mes enfants aient envie de les voir, voilà les choses que je dois mettre en place, quoi. C'est pareil pour les arbres. Moi, je me retrouve souvent à faire des câlins aux arbres. Mes copains me disent attends, mais qu'est-ce que tu fous? Alors déjà, ça me fait un bien fou. Je sais pas si ça fait du bien à l'arbre ou pas. Ça, on le saura peut-être jamais, je sais pas, mais en tout cas, je les remercie, quoi. Et ça, voilà, ça me donne énormément de force pour ensuite mieux comprendre ce qu'ils sont et ensuite d'essayer de le mieux possible les protéger, ouais. On arrive aux questions de la fin, Arthur. Qu'est-ce que ça apporte à une vie d'avoir des rêves plus grands que soi? Je sais pas, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Ouais. Ma chanson favorite, ou une de mes chansons favorites, c'est Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre. Mais je sais pas, c'est pas facile, hein, quand même, d'avoir des rêves, des grands rêves. Et en même temps, c'est ces petites étoiles du berger auxquelles tu t'accroches pour continuer à avancer. En tout cas, moi, j'arrive pas à penser différemment. Et je sais pas si c'est le meilleur chemin, si c'est la meilleure. En tout cas, moi, c'est ce qui me compose et ça m'apporte tellement de choses parce que quand t'arrives à écouter ses rêves et à être à la hauteur de ces rêves-là, tu vis des expériences folles, tu fais des rencontres magnifiques et tu te dis que ton petit passage sur Terre aura peut-être servi un peu à quelque chose, tu vois. Et je sais pas si je suis encore j'ai l'âge pour partir dans des sujets d'héritage, mais en tout cas, je sais que c'est important pour différentes personnes et dans les différentes causes dans lesquelles on travaille, on travaille sur ce sujet de l'héritage aussi chez des personnes qui aujourd'hui ont une responsabilité plus grande que d'autres, des gens qui ont beaucoup de moyens par exemple et qui peuvent faire des choses de manière à grande échelle. Et l'héritage, il est essentiel, ouais, aussi. Et la liberté, c'est quoi pour toi? Il y a plein de formes de liberté. C'est vrai que on en parlait ensemble, la liberté, elle n'existe que si la contrainte est là aussi, parce que autrement ce mot n'existerait pas.
Mais j'ai cette chance inouïe de pouvoir aussi être c'est pas un terrain de jeu parce que j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, cette étendue d'eau immense dont la Terre est composée avec l'océan et c'est un immense terrain de liberté, ouais. Et ça, j'ai cette chance inouïe de pouvoir le parcourir, de pouvoir y vivre, de pouvoir m'y plonger. C'est aussi la liberté, c'est peut-être de manière plus philosophique, aussi cette part d'accueillir l'inattendu, tu vois, de pas vouloir tout contrôler, et ça, on nous apprend beaucoup ça en mer. C'est Edgar Morin qui disait ça, vivre dans un océan d'incertitude avec quelques petits îlots de certitude sur lesquels se raccrocher. Et ouais, apprendre à vivre dans un océan d'incertitude. Ça, c'est une liberté assez grande aussi. Tu y arrives aujourd'hui ? Pas toujours, pas toujours. J'essaye, c'est un chemin, tu vois. Mais en tout cas, je me rends compte à des moments donnés que j'y arrive un peu mieux que d'autres, peut-être. Ouais. Arthur, quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour conclure cet épisode ? Continuons à écouter nos folies intérieures, quoi. Et à se dire qu'on peut les partager avec d'autres. Continuons à avoir envie de vivre intensément et de se dire qu'on a un rôle à jouer aussi dans ces bouleversements, dans ces moments de doute immense, de mondes qui s'opposent et tout ça. On a la place pour ramener de la joie, ramener de la magie du jeu et de se dire qu'on a une chance immense et inouïe de vivre et de pas survivre, et donc comment on se met au service de ceux qui sont pas sur la même trajectoire que toi. Tu en as un bel exemple, donc merci de montrer aussi que c'est possible. Ouais, je sais pas si je suis un bel exemple, en tout cas j'essaie de m'écouter au mieux possible, et ouais, en tout cas tous les jours j'essaie de remercier cette vie-là incroyable que je vis, et des gens qui m'entourent et des personnes formidables qui viennent m'interviewer comme toi et de me dire que ouais, j'ai encore en tout cas cette âme d'enfant en moi, et encore envie de continuer à jouer. Ouais. Ça se ressent et ça se voit. Préserve-la, je crois que c'est la chose la plus précieuse, cette âme d'enfant. Merci beaucoup Arthur pour tous ces partages. Merci à toi. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.